Donc, je travaille sur les arts décoratifs du 19e et ce dont je vais particulièrement vous parler aujourd'hui, c'est des appartements dits actuellement Napoléon III. Donc, je suis en poste au département des objets d'art depuis de très nombreuses années et j'étais donc déjà là au moment de l'aventure du Grand Louvre. Et j'ai eu donc à ce titre à suivre l'insertion dans le parcours de visite du département des objets d'art de ces appartements qui constituent une enclave un peu particulière, un peu différente de nos habitudes du Louvre, puisqu'il ne s'agit pas de salles muséographiques comme il est habituel avec des vitrines et des objets, mais donc plutôt de quelque chose qui se rapprocherait de l'expérience de nos collègues des musées châteaux, donc d'un parcours de visite qu'il fallait concevoir. Et donc ces appartements qui étaient précédemment occupés par le ministère des Finances ont été tout naturellement rattachés au département des objets d'art. Et donc j'expliquerai comment l'étude des sources, l'étude historique de ces appartements ont pu avoir une incidence sur les choix que nous avons faits dans leur présentation, dans leur restauration. Et voilà. Oui, Anne, peut-être quelques mots sur l'usage, alors spécifiquement des archives des musées nationaux, qui a été longtemps le tien et celui des conservateurs des objets d'art au musée du Louvre. Alors, les archives des musées nationaux, que justement je n'ai pas utilisées pour ces appartements de Napoléon III, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un instrument de travail quotidien que tout conservateur et documentaliste du Louvre fréquentait jusqu'à leur départ vraiment régulièrement, que ce soit pour vérifier l'historique d'une œuvre, tâcher d'en comprendre l'insertion dans une collection. Vraiment, c'était un recours constant dans la pratique, dans notre pratique. Voilà. Avec longtemps un rapport de proximité important, parce que c'était dans le même couloir, c'est ça? Oui, en effet, nous étions donc installés dans le couloir où va s'installer le centre vivant de Nons, et donc nous étions à proximité immédiate. Il était vraiment très facile, effectivement, de pousser jusqu'aux archives pour aller faire une petite vérification. Merci Anne. Donc là, c'est le regard aussi, la pratique du conservateur qui sera abordée tout à l'heure dans le cadre d'un réaménagement de salle, c'est-à-dire un itinéraire totalement différent de celui, Arnaud, qui vous a amené aux archives à étudier les archives sur l'histoire des musées. Oui, donc en fait, moi j'ai été amené à pousser la porte du pavillon, enfin de la cour carrée, puis de prendre l'ascenseur et de monter au 3e étage dans le cadre de mes études, en fait, dans mon cursus universitaire, ce qui d'ailleurs n'a pas été évident lors de ma première visite, puisqu'il a fallu d'abord trouver le service des archives, et à l'époque, je me souviens que j'ai été jusqu'à la documentation, puis à l'entrée de la conservation, enfin, j'ai bien perdu 1h30 ou 2 heures ce jour-là, jusqu'à arriver au Saint Graal, donc des archives au 3e étage. Et donc c'était dans le cadre de mon Master 1, puis de mon Master 2, alors le Master 1 sur l'histoire des musées, mais en région, les musées de Metz, et le Master 2 sur l'histoire d'une collection qui est assez bien connue, qui est la collection Campana, et notamment de son achat et de sa dispersion à travers les musées en région. Et en fait, il faut savoir que ces archives étaient très particulières, le lieu était particulier à l'époque, et puis la façon dont on avait accès aux archives aussi, parce que ça remonte maintenant à quasiment 15 ans. Et donc, à l'époque, en fait, quand on faisait des recherches aux archives des musées nationaux, eh bien, il fallait dire sur quoi on travaillait. Donc, quand j'avais dit que j'allais travailler sur l'histoire des musées sous Napoléon III, la personne à l'accueil avait blémi parce qu'en fait, on donnait sa recherche, le personnel faisait la recherche et nous amenait feuille après feuille les documents. Voilà. Et heureusement, un vent de nouveauté a soufflé sur les archives et on nous a amené l'Elias et ça a changé, vous imaginez bien, ma vie et mon doctorat, puisque du coup j'ai pu largement avancer, et je remercie encore Alain Prévet et Elisabeth Ray qui étaient là à l'époque et qui m'ont très largement soutenu, aidé et ouvert leurs portes quotidiennement pendant quelques mois voire années.
Voilà, donc c'était vraiment une étude systématique de son archive sur la période 1848-1872, pour dépasser légèrement les bornes chronologiques de mon sujet de thèse, mais qui m'a aussi amené aux archives nationales, dans les archives départementales, municipales. Donc j'ai aussi un point de vue un peu global sur les archives françaises sur le Second Empire. Et puis j'y suis retourné pour les post-docs et pour les sujets de recherche plus actuels, puisque en découvrant un certain nombre de choses lors de ma thèse, j'en ai profité du coup pour travailler sur la question justement des évacuations des collections lors de la guerre de 1870, lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Merci. Donc l'un comme l'autre, Anne et Arnaud aussi, c'est une utilisation sur la longue durée des archives. Il n'y a pas de doute que ce soit dans la pratique du conservateur ou dans un cursus universitaire sur des sujets qui continuent à retenir tous vos intérêts. Et alors, troisième regard, celui où là on va reparler de l'histoire du Louvre et de l'histoire architecturale du palais, c'est ça ? Oui, alors merci de me donner la parole, et je voudrais aussi dire que donc, je suis très content de pouvoir prendre cette parole ici aux Archives nationales, parce que c'est vrai que pour moi les Archives nationales c'est un peu une maison justement que j'ai beaucoup et que je continue à fréquenter, pas assez à mon goût maintenant, mais enfin bon, j'essaye de continuer encore. Et donc effectivement je suis un peu dans la même situation que M. Bertinet, c'est-à-dire que moi j'ai commencé sur le Louvre dans un cadre étudiant, puisque j'avais voulu avoir un sujet de recherche en DEA sur un sujet d'architecture en rapport avec le Louvre au temps de Louis XIV. Et donc c'est comme ça que ça a commencé en 1999. Et ça a commencé aussi de manière un peu paradoxale, et je pense que c'est un paradoxe assez intéressant, c'est que ma première recherche d'archives ne s'est pas tenue aux archives, mais au Louvre, et pas aux archives des musées nationaux au Louvre, mais au département des arts graphiques, puisque ce qui m'intéressait dans cette histoire architecturale, c'était essentiellement les documents graphiques, et il se trouve que donc, 2 très importants recueils de plans en rapport avec le Louvre sous Louis XIV avaient été déposés, à une date pas très claire d'ailleurs, des archives nationales au département des arts graphiques du Louvre. Et en fait, ces recueils avaient une assez forte, je dirais, visibilité quand on commençait une recherche, et du coup, j'ai été d'abord voir ces recueils sans d'ailleurs très très bien comprendre dans un premier temps ce que je voyais et ce que ça faisait là. Et du coup, depuis quelques années, grâce à l'activité de Nadine Gastaldi, ces recueils sont vraiment maintenant identifiés comme des dépôts. Et je pense que c'est très important parce que du coup, ils ont retrouvé un fond et un contexte. Et ça, c'est une idée sur laquelle je pense moi j'aurai l'occasion de revenir dans la discussion. Mais je trouve qu'on ne va pas seulement chercher des documents. Effectivement, quand on veut analyser un document, il est très important de savoir dans quel fond il se trouve, parce qu'au fond, en fonction de ce qu'il y a autour, en fonction de la manière dont le fond s'est constitué, le document ne va pas parler de la même manière. Et donc j'ai commencé effectivement par les arts graphiques du Louvre. Je dois dire à l'époque que c'était assez intimidant. Et ensuite, je me suis déporté vers les archives nationales, avec les cartes et plans. À l'époque, il y avait donc Cécile Souchon et Fabienne Audebrandt. Et là, c'est vrai que j'ai eu un accueil qui était, je dirais, très important pour moi, parce qu'en tant qu'étudiant qui débutait, je ne savais pas trop où aller. Et on m'a vraiment donné une série de guides qui m'ont été extrêmement utiles pour la suite. Et le dernier point, c'est qu'au fond, ces archives, elles ont aussi eu un impact assez important sur l'évolution ultérieure de mes études, puisque je me suis retrouvé face à une masse de plans où je me suis dit « oulala, mais qu'est-ce qu'on peut raconter à partir de tout ça ?» Et donc, pour essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai entrepris de faire une année en école d'architecture. Et puis, bon, le virus venant, j'ai finalement fait beaucoup d'années à l'école d'architecture, mais c'est vrai que les archives m'ont amené à infléchir mon parcours d'études. Et le dernier élément important, c'est que j'ai eu la chance, presque au moment où je commençais, d'être associé à un très très grand projet de recherche, cette fois vraiment du musée du Louvre, c'est-à-dire la restauration de la galerie d'Apollon, qui était confiée à Michel Goutal, donc l'architecte en chef, qui venait tout juste d'être renommé. Donc en fait, on débarquait tous un peu là-dedans. Michel, bon, évidemment, avait son expérience d'architecte en chef, mais pas encore d'une très grande connaissance du palais. Moi, je ne savais pas trop où il fallait aller. Et là, c'est vrai que donc, le rapport avec le Louvre a été très important. Et déjà, à ce moment-là, le rapport avec Geneviève Bresque, qui m'a guidé et m'a aussi amené à sortir de mon fond d'archives initial. Et dans le domaine de l'histoire de l'architecture, je pense que c'est absolument fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester juste sur une période. Et du coup, j'ai commencé à migrer vers la célèbre série 64 AJ, véritable mine d'or dans le domaine de l'histoire architecturale du Louvre.
Alors après, les choses se sont encore enrichies, puisqu'en 2006, j'ai eu la chance donc, d'être recruté pour m'occuper de l'histoire du Louvre. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai, je dirais, ouvert un nouveau pan de recherche d'archives. Alors cette fois, en plaçant les archives des musées nationaux au cœur de la démarche, notamment parce qu'on m'avait confié un sujet d'exposition qui m'avait complètement terrifié, parce que c'était sur le XXe siècle, période pour moi qui est vraiment très étrange, avec une tonne de documents qui vous tombent sur la tête, et la question n'est plus de trouver le document, mais d'essayer de savoir ce que vous allez regarder parmi tous les documents qu'il y a à voir. Et puis d'autre part, c'était sur un sujet très délicat, parce que finalement, il y avait encore des enjeux en termes de mémoire actuelle, puisqu'il s'agissait de faire une exposition sur le Louvre pendant la guerre. Et donc, il y a eu comme ça une sorte d'ouverture successive vers plusieurs niveaux différents d'archives. Et puis, donc, la boucle se referme actuellement, puisque donc, c'est Negin Mathieu maintenant qui m'a remplacé à la tête de l'histoire du Louvre. Et donc, je reste très attaché au Louvre, mais je reviens au fond sur un peu mon sillon d'origine, et donc l'autre grande série formidable, O1, donc aux Archives nationales. Voilà, donc c'est un parcours d'extension dans les archives, puis maintenant de concentration à nouveau sur, j'allais dire, ma nourriture favorite. Oui, sinon ce passage, oui, de grande masse à plus petit fond, c'est l'alternance qui nourrit toute la recherche tout le temps. Donc effectivement, peut-être maintenant, Negin, vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé vous aussi. Alors, moi, je suis donc maintenant au service Histoire du Louvre, où j'ai pris la suite de Guillaume Fontenelle, j'en suis très honorée, avec un parcours très différent, puisque moi, j'avais travaillé auparavant au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. Donc, par un effet de parité bienvenu, c'était d'un département que j'ai découvert les archives, donc là, qui m'ont paru très proches. Et j'ai découvert les archives, puisque, en effet, au département d'antiquités grecques, étrusques et romaines, j'étais plus particulièrement chargée des archives et de l'histoire des collections. Parce qu'en effet, cette histoire des collections, elle est vraiment essentielle pour les départements archéologiques au sein du musée. Essentielle puisque l'étude de ces œuvres ne peut se passer de la question de la provenance, de leur origine et de leur lieu de découverte, ou qu'ils soient de fabrication. Et dans un musée des Beaux-Arts comme le Louvre, dans un musée qui n'est pas un musée de site, les premières recherches archéologiques, on peut dire, elles se font dans les archives, justement. Elles se font dans les archives où on essaye de glaner des informations sur la vie antérieure de l'objet. Alors, les livres d'inventaire sont souvent trop succincts, donc là, l'arrêté d'acquisition ou les échanges préliminaires entre le vendeur et le conservateur peuvent être les éléments déterminants pour documenter l'histoire de l'œuvre et s'approcher cette histoire. Donc c'est effectivement un usage fréquent, régulier, de proximité qui se fait entre le personnel des départements et les archives des musées nationaux, où moi aussi, je dois dire, j'ai été toujours très très bien guidée et aidée par Gilles Poisat, puis Alain Prévet et son équipe, et Elisabeth que je vois ici. Donc un rapport quotidien, mais il faut dire aussi que l'énorme effort qu'ils ont fait pour numériser ces documents avait peut-être un peu éloigné les liens, mais pas le rapport aux archives. Alors, ces archives, juste pour dire, pour expliquer aussi le parcours qui m'a permis d'élargir le sujet pour arriver à l'histoire du Louvre, c'est qu'en consultant ces archives, on consulte les archives publiques. On l'a redit ce matin, les archives publiques d'une administration, d'une institution. Et ces archives donnent une indication sur la provenance, celle qu'on cherche, sur l'histoire de l'objet, mais davantage ou autant aussi sur le contexte d'une époque, sur les modalités du marché de l'art, ou même le contexte de l'institution. Et il m'est très vite apparu que l'histoire légale de l'œuvre, dans un contexte économique de toute façon toujours assez tendu, un contexte social ou surtout diplomatique qui n'est jamais neutre, pouvait être différent de la véritable histoire de l'œuvre. Et que l'histoire écrite dans les archives, ces archives publiques, n'était pas toujours l'histoire, le parcours physique et monnayé de l'œuvre. Et donc, il a fallu avoir une analyse critique de ces archives. Alors, du coup, les études que j'ai menées ont souvent porté sur l'identité des personnalités qui avaient apporté ces œuvres au sein du musée. Et c'est ainsi qu'on découvre peu à peu que derrière le nom grec qu'on prenait pour un archéologue ou pour un marchand, en fait, on a un simple commissionnaire parisien qui est le relais pour un touriste de passage, ou que derrière un nom comme celui de Dosseur, qu'on considérait comme un collectionneur, se révèle en fait un banquier
qui permet la vente pour un héritier pressé ou un visiteur de passage, puisqu'en effet, on a un moment où les commissions se succèdent et où l'acquisition d'une œuvre passe par un certain calendrier qui n'est pas toujours celui de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui n'apparaît qu'en creux dans les archives. Les arrêtés, eux, donnent ce dernier nom, et c'est que par hasard, que j'ai pu trouver, par exemple, dans le dossier de carrière du conservateur Edmond Potier, une lettre qui disait « J'ai appris ainsi qu'un banquier, M. Deuzer, faisait les avances à la condition d'être reconnu propriétaire des objets dont la proposition a été faite. Je suis d'ailleurs fondé à croire que vous avez déjà eu l'occasion d'accepter la substitution de M. Deuzer pour faciliter les opérations de ce genre. » Donc c'est un long travail de dépouillement qui permet de découvrir une histoire qui est plus complexe que celle des arrêtés administratifs. Et c'est ainsi que mon champ d'études s'est élargi de l'archéologie à l'histoire contemporaine, de l'histoire de l'œuvre à l'histoire d'une institution, et que je suis passée d'un département archéologique au service Histoire du Louvre. Et c'est vraiment autour du travail des archives, autour de cette fréquentation régulière que cette transition s'est faite peu à peu. Merci pour la façon dont vous avez présenté vos approches des archives. Je pense qu'on peut être convaincu qu'effectivement, c'est une bonne occasion d'avoir des regards croisés, tant vos pratiques et vos itinéraires sont, sinon différents, en tout cas très, très complémentaires. Et pourtant, on va retrouver évidemment des points de concordance, des points de convergence dans la façon dont vous allez maintenant pouvoir nous parler de dossiers qui vous ont particulièrement intéressés, pour revenir sur des points de méthode sur certains fonds plus particulièrement. Donc en somme, maintenant, nous allons nous livrer à on va juxtaposer 4 études de cas. Alors appeler ça la fabrique de l'histoire, c'est peut-être beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne va pas vous faire une description des archives. On va essayer de revoir à partir de 4 cas l'usage qu'on a pu en faire, et aussi, je pense que vous avez chacun des points de méthode sur lesquels vous voulez assister. Alors, Négine Mathieu, je vous sens très bien parti là sur Edmond Potier, je vais peut-être vous proposer de recommencer.